Bonjour à tous et merci d'avoir patienté quelques instants si vous aviez participé à la précédente table ronde et puis soyez les bienvenus si vous venez de vous connecter à cette série de tables rondes dans le cadre des assises européennes de la transition énergétique. Comme à chaque fois, vous pouvez interagir avec nous grâce au chat qui se situe sous la fenêtre de vision de cette table ronde. Vous pouvez poser vos questions, elles seront rassemblées, en tout cas pas toutes, bien sûr, on n'aura pas l'occasion de répondre aux centaines de questions que vous nous posez à chaque fois, mais on va en sélectionner quelques-unes et on pourra les traiter à la fin de ces entretiens qui seront menés par Emmanuel Delannoy. Vous êtes consultant associé à l'agence Picaya qui s'appuie sur les méthodes biomimétiques pour accompagner ses clients dans une résilience en harmonie avec l'humain et son environnement. J'ai bien dit. Cette table ronde aura pour thème biomimétique et énergie. Bonjour Emmanuel, je vous laisse présenter nos invités. Bonjour, alors nos invités, ceux que nous n'avons pas sur le plateau, ils sont là tout autour de nous, nous ne les remarquons même pas. Ce sont les plantes, ce sont les champignons, ce sont les micro-organismes, ce sont les animaux, ce sont les écosystèmes. Ils ont derrière eux un CV qui est très long, 4 milliards d'années d'évolution, 4 milliards d'années de R&D. C'est une bibliothèque de connaissances qui est gigantesque dans laquelle nous n'avons aucune raison de nous priver de puiser. Et donc nous allons évoquer le sujet biomimétisme et énergie avec aujourd'hui donc Tariq Çekçak, qui est directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables, qui est avec nous en distance. Nous aurions dû avoir Nathalie De Vulder, qui est directrice RSE, R&D et environnement chez RTE, qui sera remplacée donc à la dernière minute par son directeur R&D, Gabriel Barreux. Nous avons Franck Sylvain, qui est CEO de Heal Energy, et nous avons Mathias Povs, qui est délégué régional EDF Hauts-de-France. Et tout de suite, pour commencer, j'ai envie de poser une première question à Tariq Çekçak. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir des apprentissages, de ce que nous apprend le vivant, de ce que nous apprend la nature, sur l'énergie, sur son stockage, sur sa distribution? Quels sont les principaux enseignements de la nature? Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bien. D'abord, merci pour l'invitation. Les principaux enseignements, en fait, il y a trois grandes façons de faire de la bio-inspiration. Et je dois dire que la bio-inspiration est vieille comme l'humanité. Néanmoins, le terme biomimétisme, on le réserve grâce à une américaine qui, en 97, a posé cette intention aux enjeux de la transition écologique, en gros, et de la responsabilité sociale et environnementale. C'est quelque part le sous-ensemble éco-conception de ce grand ensemble qui est la biomimétique ou la bio-inspiration. Alors maintenant, il y a trois grandes façons, on va dire, de faire cela. On va pouvoir s'intéresser aux résultats de l'évolution. Emmanuel, tu mentionnais presque 4 milliards d'années, 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, aider du vivant sur des enjeux de durabilité. Eh bien, on va essayer de comprendre, par exemple, pourquoi tel coquillage a telle forme et à quel type de contraintes, finalement, ça répond. Ou bien pourquoi l'arbre a telle structuration physique. Donc, c'est plutôt des choses qui vont influencer l'architecture ou le design objet. Dans l'énergie, bien sûr, on va parler des pylônes, on va parler de toutes sortes de choses qui peuvent être, avec Heal Energy qui est là, vous verrez un bel exemple de l'inspiration de la forme. Ou bien ici, vous avez par exemple Well Power, qui s'est inspiré de la façon dont certaines baleines étaient capables de changer de direction dans l'eau grâce à des petites bosses en fait, qu'on retrouve sur ces ailerons et qui apportent un avantage en termes de dynamique des fluides, ce qui permet à ces pales d'éoliennes, on n'est pas dans l'eau, on est dans l'air, d'avoir une plage d'usage beaucoup plus large et de fonctionner mieux à faible vent. Alors ça, c'est la forme. Ensuite, on peut avoir un biomimétisme qui va s'intéresser plutôt à l'aspect algorithmique ou, comme c'est le cas sur l'illustration, plutôt au processus d'abord, on va en parler, comme la photosynthèse, qui est source en fait d'inspiration pour pas mal d'équipes à travers le monde, où finalement maintenant on a bien compris qu'il fallait qu'on se passe du pétro-sourcé, de tout ce qui était extrait de la croûte terrestre pour faire comme les plantes que tu mentionnais tout à l'heure, Emmanuel, se brancher sur l'énergie solaire. Et à ce moment-là, on a un cahier des charges qui est intéressant, le faire dans de l'eau comme solvant, le faire à température et pression ambiante, et les enjeux de la photosynthèse artificielle
nous permettrait de nous passer des terres rares et de faire un peu comme les plantes qui non seulement font des panneaux solaires biodégradables, mais qui font aussi à travers leurs feuilles bien d'autres choses, des échanges de gaz. Et en plus, une fois qu'elles ne sont plus utilisées, vous pouvez les manger en salade si ça vous chante. Après tout, c'est ce qu'est votre salade, où elles servent de déchets qui sont des ressources pour d'autres. Et si on pouvait, par exemple, parler d'un autre type de biomimétisme qui est plutôt celui des processus issus de l'évolution, on a des processus d'optimisation et ça touche plutôt aux algorithmes. Comment finalement un banc de poissons va fonctionner? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour peut-être créer de la synergie entre structures énergétiques qui peuvent éventuellement fonctionner en essaim, comme un groupe d'insectes ou un banc de poissons. Là, on est vraiment plutôt dans les algorithmes d'optimisation, les algorithmes génétiques. L'algorithme des fourmis, par exemple, est utilisé aussi bien dans les GPS que dans les routages des télécommunications et pourquoi pas aussi des distributions d'énergie. L'algorithme des abeilles, c'est le ratio exploration d'un endroit où il y a de la ressource par rapport à la distance et l'énergie que je dois dépenser, à quel moment, exploitation, exploration, à quel moment je prends des décisions. Et ça, c'est le côté algorithmique. Et puis, il y a une dernière façon de faire du biomimétisme, c'est éventuellement s'intéresser aussi aux recettes de succès de l'évolution. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de l'eau comme solvant universel, tout déchet est une ressource, fabrication à température et pression ambiante, miser sur la coopération et la symbiose plutôt que sur la compétition, ce sont une sorte de cahier des charges qui émerge de 3,8 milliards d'années d'essais et erreurs. Alors maintenant, ça s'incarne dans l'énergie, dans pas mal de domaines. Vous aurez tout à l'heure le magnifique exemple que je cite souvent dans mes conférences de Hill, mais ils sont là pour en parler d'eux-mêmes, donc je ne vais pas le faire à leur place. L'exemple de RTE aussi, je ne sais pas s'ils le mentionneront tout à l'heure, mais tout ça pour dire que des acteurs de l'énergie s'intéressent fortement au potentiel du biomimétisme à travers des adhésions à une organisation qui s'appelle le CEBIOS, Centre européen d'excellence en biomimétisme, qui est basé administrativement dans la ville de Senlis. Et on a des explorations que je ne vais pas détailler ici, avec RTE, entre autres sur les enjeux des infrastructures marines pour les énergies renouvelables en mer, ou que ça soit sur la façon de se protéger du biofouling, donc la façon dont les organismes marins vont s'installer sur des structures en s'inspirant de la peau de requin ou même de la coquille de moule, qui structurellement, sans produits chimiques, empêchent une bonne partie du biofouling, ou d'autres enjeux comme la protection des chocs, des ancres ou d'autres choses sur des câbles marins. Il y a des tas de choses qui sont explorées, dont je ne peux pas forcément parler ici. Mais voilà, en gros, le panorama du champ des possibles. Et peut-être une deuxième question, alors, à vous, avant de passer aux autres intervenants. Quand on parle de biomimétisme et de transition énergétique, si on parle de transition énergétique, on parle de durabilité, hors 4 milliards d'années ou 3,8 milliards d'années, si on veut être précis, et pour le coup, c'est vraiment durable. Quelle est la recette du vivant? Est-ce qu'il y a des principes, est-ce qu'il y a des leçons d'ordre général qu'on peut retenir et qui peuvent nous inspirer au-delà de cet aspect forme, optimisation des processus, optimisation des algorithmes qu'on vient de voir? Alors, je n'ai mentionné certains, ce qu'on appelle les principes du vivant. Je parlais de fabrication à température et pression ambiante. Tous les matériaux et tous les processus du vivant sont faits à pression et température modérée. C'est un cahier des charges qui semble extrêmement difficile à copier dans des civilisations industrielles de la seconde révolution industrielle qui misent beaucoup sur les hautes pressions et hautes températures. Néanmoins, je vais prendre un exemple comme la fabrication du verre. On a jusqu'à maintenant, la plupart du temps, besoin de plus de 1000 degrés Celsius pour faire du verre. Eh bien, quand on applique notre intelligence en essayant d'appliquer ce cahier des charges qui émerge de ces 4 milliards d'années, eh bien, on y arrive. Le procédé Sol-Gel, développé au Collège de France par le laboratoire de Jacques Livage et de Clément Sanchez, qui consiste à faire de la bioprécipitation du verre, comme le font donc les diatomées, ces toutes petites algues qu'on va retrouver dans les océans, ou bien les squelettes de verre très fins d'éponges de verre qui vivent à 2-3 degrés Celsius. Et on est capable de faire dans le procédé Sol-Gel un remplacement du feu par l'eau. Donc tout ça a lieu dans de l'eau. Alors on n'est pas capable de faire des doubles vitrages par exemple, mais plutôt des revêtements de verre ou bien des micro-capsules de verre qui pourront fermer des produits essentiels, que ça soit d'ailleurs pour la production énergétique biologique type biomasse, etc. Il y a des tas d'applications qui sont possibles. Je dirais que les principales leçons que l'on retrouve, et ça a été illustré pendant les assises, c'est aussi ce que je mentionnais tout à l'heure, que dans les écosystèmes, tout déchet est une ressource. Donc ça touche à la convergence avec ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et il y a bien des stratégies à essayer de comprendre. Quand on parle d'économie circulaire,
effectivement l'économie du vivant est une économie par essence circulaire, il y a des façons peut-être de créer des symbioses entre acteurs que l'on peut apprendre d'autres systèmes non humains. Il y a un autre principe que je trouve extrêmement important, qui est qu'en période de rareté de ressources, et sans forcément qu'on invoque l'éthique, même si elle est importante, c'est la coopération et la symbiose qui payent comme stratégie, et pas la compétition. Vous mettez des amibes dans un milieu très riche, elles ne sont pas très sympathiques, hein, elles nous posent des problèmes les amibes, mais là, dans cette expérience, vous verrez que les conclusions sont sympathiques. Vous les mettez dans un milieu riche en ressources, elles vont être en compétition les unes avec les autres. Dès que le milieu s'appauvrit, elles vont créer des colonies collaboratives, tout simplement parce que c'est la meilleure stratégie d'optimisation. Une autre, et ce sera la dernière, parce que je ne voudrais pas prendre trop le temps par rapport aux autres intervenants, c'est qu'il y a des études, entre autres initiées dans la fin des années 90 à l'université de Bath en Angleterre, qui comparent processus engagés dans le monde vivant par rapport aux processus engagés dans le monde technologique humain. Par rapport à trois questions clés, quelle quantité de matière, quelle quantité d'énergie et quelle quantité d'information. Et on se rend compte que le vivant mise énormément sur un design intelligent de l'information qui permet, par ce qu'on appelle des boucles de feedback, de rétroaction, d'optimiser de manière très très forte la consommation de matière et d'énergie. Quand vous regardez un récif de corail dans toute sa diversité et sa création de valeur, au départ le milieu est pauvre, c'est une eau transparente parce qu'elle est oligotrophe, on dit comme ça en langage scientifique, et pourtant, quelle création de valeur. Tout ça avec une sobriété énergétique et matériaux absolument remarquable comparé à ce que nous faisons actuellement. Donc là, un design intelligent de l'information, la capacité d'avoir des rétroactions, on parle de l'Internet des objets dans l'industrie, on parle de... Mais tout ça basé sur quoi? Pitié, pas sur des terres rares. Parce que le vivant, c'est pas ce que fait le vivant. Sinon, c'est un nouveau cul-de-sac annoncé. Pour une période de transition, ok, hein, il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais dans ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, mais il y a peut-être un avantage à avoir une réflexion stratégique avec un peu de profondeur en prenant pour modèle les stratégies du vivant. Merci Tariq Chakchak. Vous restez avec nous, on va revenir vers vous un petit peu plus tard. Pour résumer finalement en une phrase, le vivant vient de loin et il peut nous aider à regarder loin. Donc c'est une bonne leçon qu'on va retirer des écosystèmes. Alors Franck Sylvain, on va tout de suite passer avec vous à un exemple de biomimétisme, de design, de forme, puisque l'entreprise que vous avez créée il y a quelques années s'appelle Il Energy. Donc Il, ça veut dire l'anguille en anglais. Vous assumez votre source d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le concept ? Oui, bien, en quelques mots, tout simplement, dans la nature et dans l'eau, les poissons ondulent pour se déplacer et c'est la façon la plus efficace et tellement même plus efficace que si je vous demande quel est l'animal le plus rapide sur Terre, vous allez me dire le jaguar. Et en fin de compte, il y a des poissons qui sont l'espadon voilier ou le merlin bleu qui dépassent les 120 km/h sous l'eau. Donc ils doivent avancer dans quelque chose qui est 850 fois plus dense que l'air et pourtant ils arrivent à aller beaucoup plus vite. Donc rien qu'avec ça, déjà, on voit la puissance de l'ondulation. Et donc, nous, ce que l'on a fait, ce qu'on voit sur la petite vidéo, en fin de compte, vous voyez, on a pris une membrane qu'on a contrainte pour qu'elle fasse... pour qu'elle arrête l'eau, en fin de compte, qu'elle saisisse la force de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? On a ce mouvement d'ondulation qui se crée naturellement. Alors, on a développé la société, ça fait maintenant 7 ans qu'on est dessus, 8 ans même depuis 2013. Et ce qu'on a essayé de faire au départ, c'était notre discussion tout à l'heure, c'est de dire on va rester complètement biomimétique et on va mettre le long de la membrane des générateurs de manière à faire comme si c'était les muscles du poisson. Et en fin de compte, on s'est aperçu après beaucoup d'essais, que la force de l'ondulation de la membrane est telle qu'on ne sait pas la récupérer actuellement. On n'a pas la technologie pour la capturer, ou alors il faudrait mettre des objets tellement gros pour la capturer que ça serait pas économique et pas possible de toute manière. Donc, depuis 2 ans, on a simplifié le système. Et donc, vous voyez une membrane qui ondule dans l'eau, dans le courant, et avec un mât qui est accroché au bout. Et ce mât, donc, transmet la force à un générateur à l'extérieur. Alors, ce système se retrouve beaucoup plus économique
que le précédent. Parce que c'est bien beau de faire de l'énergie verte, mais il faut la faire à un coût qui est acceptable. Et là, selon la vitesse du courant, on arrive à être dans une fourchette entre 100 et 200 euros le mégawattheure, ce qui est tout à fait, ce qui commence à vraiment être intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'analogie parfaite avec une éolienne ou une hydrolienne. C'est-à-dire qu'avec une hélice, vous pouvez vous propulser ou vous pouvez récupérer une source d'énergie externe dans un fluide qui va bouger lui-même. Voilà. Là, avec une membrane ondulante, on va pouvoir soit se propulser comme le fait le poisson, soit nous récupérer l'énergie du milieu finalement. C'est Absolument, ça, hein? absolument. Okay. Et quel est l'avantage de ce type de structure par rapport à une hélice qu'on utilise plus fréquemment finalement, notamment à travers les hydroliennes? Voilà, alors l'avantage, bon, déjà, enfin, vu qu'on a 1 milliard d'années d'expérience de la nature sur les poissons, on s'est aperçu, on s'en doutait, mais on a vu beaucoup d'avantages. C'est-à-dire une hélice va prendre l'énergie sur une surface et nous, on la prend dans un volume. Donc, à encombrement égal, on récupère en fin de compte plusieurs fois l'énergie le long de la membrane et donc on récupère plus d'énergie. En plus, si vous comparez la surface d'une hélice, si je prends 3 pales, voilà, la surface des hélices sont faibles. Nous, c'est toute une surface. Donc, la surface de captation est juste 10 fois plus grosse. Et le gros avantage aussi qu'il y a derrière, c'est qu'elle perturbe très peu le milieu. On a vu des photos de bancs de poissons. Des bancs de poissons arrivent à nager sans se gêner les uns les autres. Et nous, en effet, l'hélice va vraiment tourner le flux, alors que nous, on le pousse en haut, en bas, et il se reconstitue très vite derrière la machine. Ce qui fait que si on se projette dans un futur à mettre des machines en mer pour les courants de marée, on pourrait les mettre très proches les unes des autres, ce qui fait que sur un site donné, on aurait une concentration de machines bien plus importante que les hydroliennes classiques. Donc il y a effectivement un avantage pour l'exploitant, plus de puissance recueillie, possibilité d'avoir une densité d'implantation plus importante, donc plus de points de collecte d'énergie. Absolument. Et un avantage pour le milieu, c'est-à-dire moins de perturbations du milieu. Et aussi un autre avantage peut-être lié indirectement, c'est le fait que, contrairement à une structure de type hydrolienne avec une hélice, il n'y aura pas de microfilm, il n'y aura pas d'algues qui vont venir bloquer la structure, la gêner dans son fonctionnement. Oui, alors quand on est en mer, dans le milieu ouvert, la mer, déjà on parle de destruction de poissons, mais les hydroliennes classiques tournent assez doucement pour que les poissons n'y aillent pas et ne se fassent pas prendre. Mais nous, c'est encore pire, où c'est que vraiment les poissons, pendant qu'on avait fait les essais à Brest, il y a un dauphin qui est venu jouer avec la machine. Et c'est impossible qu'un mammifère ou un poisson se fasse mal avec cette machine. Donc, il y a cet avantage. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on a vu, c'est que quand on a eu des paquets d'algues qui sont arrivés sur la machine, une hélice aurait été obligatoirement bloquée, alors que nous, la production n'a pas changé du tout. Et donc, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce système de pression-dépression sur la membrane chasse les embâcles et laisse le fonctionnement de la machine sans problème. D'accord. Donc c'est précisément ce qu'on cherche à travers le biomimétisme très souvent, c'est d'avoir ce double avantage pour l'environnement et pour l'exploitant. Là, c'est moins de maintenance, moins de perturbation de la production, mais moins d'impact sur le milieu aussi. Très bien. On va passer maintenant à un autre acteur majeur de l'innovation en termes d'énergie en France, avec vous, Mathias Pofs, avec EDF. Alors, en 2 mots, parce que tout le monde pense connaître EDF. Peu de gens connaissent peut-être la relation qu'il peut y avoir entre EDF et l'innovation, et la relation en particulier entre EDF et le biomimétisme. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire-là pour vous ? Alors le biomimétisme, on en parlait tout à l'heure, il y a 2 aspects. C'est à la fois observer le vivant pour en tirer des solutions innovantes,
En innovation, on parle beaucoup de POC en ce moment, Proof of Concept. On vient de le rappeler avec Franck, des Proof of Concept avec un retour d'expérience de plusieurs milliards d'années. Je pense que ça mérite de s'y intéresser. Et également, chercher à la fois ces solutions innovantes, mais d'un autre côté aussi observer le vivant pour voir comment on intègre un système. On parlait de moyens hydrauliens, on parle aussi d'éoliennes, de moyens de production, de moyens d'usage. Comment intégrer au mieux dans un écosystème finalement l'usage et la fonctionnalité que vous souhaitez développer. Et si on prend un exemple concret, depuis plusieurs dizaines d'années, EDF travaille sur l'énergie solaire, comment capter cette énergie solaire, comment la rendre exploitable et disponible pour nos clients, aussi bien à l'échelle d'un particulier sur une maison individuelle que à l'échelle industrielle avec des fermes au sol, ou encore maintenant plus récemment des ombrières qui permettent à la fois de recharger des véhicules électriques et d'utiliser l'énergie solaire. C'est un peu ce qu'on a développé et qu'on est en train de déployer en Hauts-de-France, que ce soit à Saint-Laurent-de-Blangy ou à Béthune par exemple. Donc comment utiliser au mieux la connaissance du vivant, et on en parlait tout à l'heure avec Tariq, pour utiliser et capter cette énergie solaire. On a un exemple là qui est en photo, qui était vraiment issu d'une recherche assez poussée. Je vous le cache pas que son nom déjà, Smart Flower, et son design le rappellera à chacun. On est vraiment dans l'utilisation de retour d'expérience d'un tournesol qui vient capter de manière bien connue l'énergie du soleil, en suivant à la fois l'énergie du soleil, mais aussi en adaptant son inclinaison pour en capter le maximum. Donc c'est cette étude qui a donné naissance à ce produit qui s'appelle Smart Flower, qui avait été d'ailleurs partagé avec le CBIOS à l'époque dans un Biomi Expo à Senlis, pour voir comment on utilisait au mieux ce retour d'expérience pour utiliser au mieux cette énergie. Depuis, ça s'est traduit par l'utilisation de trackers, alors c'est un terme bien de chez nous, qui permet d'ajuster et d'orienter au mieux en fonction des heures de la journée les panneaux photovoltaïques pour justement avoir le meilleur rendement et donc utiliser toute l'énergie que l'on peut capter. Et plus récemment, on en parlait tout à l'heure, la technologie des bords de fuite de pales d'éoliennes est une vraie question. Mais qu'est-ce qui est un vol le plus silencieux dans le monde animal? On parle du hibou. L'étude des bords de fuite des ailes des hiboux ont permis de travailler le bord de fuite des pales d'éoliennes avec des systèmes de petits peignes qu'on voit sur la photo. C'est ce qu'on voit là sur la photo. C'est ce qu'on voit là sur la photo et qui viennent quelque part faciliter les écoulements de fuite sur le bord de fuite de la pale et donc éviter les interactions sonores ou même vibratoires et donc les minimiser. Donc on voit qu'il y a à la fois une recherche d'intégration, mais aussi une recherche d'utiliser cette forme qui est issue d'un retour d'expérience de plusieurs centaines d'années. Très bien. Et on a d'autres exemples dans ce que vous nous montriez aussi, c'est la possibilité de faire de l'agriculture, par exemple, sous photovoltaïque, donc de combiner des usages multiples. Exactement. Quand on parle d'intégration, la vraie dimension, et on parlait d'innovation, alors à EDF, on a une R&D avec 2000 chercheurs, donc qui sont sur à la fois de la recherche dite pratiquement fondamentale, mais aussi et donc comment capter ce savoir du vivant, mais aussi comment le transmettre et l'utiliser dans le quotidien industriel pour mettre à disposition ces nouvelles solutions bas carbone pour nos clients et les collectivités. Et ça, c'est ce que vous avez en image. C'est sur notre centre R&D en Île-de-France où on teste la culture de la luzerne sur le même terrain que l'exploitation d'un champ photovoltaïque. C'est-à-dire comment on peut avoir une synergie pour utiliser la lumière à la fois pour produire de l'énergie tout en laissant suffisamment de lumière pour la culture de la luzerne. On a le même exemple que l'on est en train de développer dans le sud-ouest sur les vignes, puisque aujourd'hui on voit que certaines vignes souffrent notamment par les fortes chaleurs d'un ensoleillement trop fort. Donc c'est comment on arrive à créer cette synergie pour à la fois laisser passer une partie bien entendu de la lumière et de l'énergie solaire qui est nécessaire à la culture de la vigne, tout en ayant une partie qui est récupérée pour produire de l'énergie électrique à partir de ces technologies. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans un souci à la fois d'innovation et de technologie pour se faire
se rencontrer. Et je pense que toute la place le sens premier de la synergie est bien celui-là. C'est comment on peut au mieux utiliser ces technologies pour vraiment s'intégrer dans cet écosystème et en maximiser en fait l'utilisation et en minimiser les impacts en retour vis-à-vis de la nature, mais également de ses usages. Alors minimiser les impacts, voire parfois avoir des impacts positifs, comme on le voit là par exemple avec l'effet récif sur les mâts d'éoliennes. Alors est-ce qu'on est encore dans le biomimétisme? Est-ce que c'est un axe de recherche ça, ou est-ce que c'est juste le hasard qui a bien fait les choses? C'est une recherche, c'est-à-dire que quand on déploie, comme on le voit ici dans le Dunkerquois, comment utiliser au mieux l'énergie marine. Alors on a développé des solutions à base hydrolienne. Alors on parlait d'hélices tout à l'heure, à Paimpol et à Bréa, où on a regardé comment on pouvait capter l'énergie des courants. Ensuite, on a regardé également depuis de nombreuses années l'usine marémotrice de la Rance près de Saint-Malo, 1966. Vous voyez que ça date pas non plus d'hier, mais qui aujourd'hui est encore en production de 240 mégawatts. Donc capter l'énergie hydraulique. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant et l'aspect innovation que l'on accompagne avec notre dispositif d'open innovation, c'est-à-dire comment aller au-devant des entreprises innovantes comme Ilenergy et comment quelque part nous avons des besoins et Franck l'a démontré à des solutions innovantes, comment se rencontrer pour trouver un marché et co-développer ces solutions innovantes. Donc l'effet ondulatoire qui a été décrit, on pense vraiment qu'il y a des débouchés sur cette solution pour capter l'énergie marine et l'énergie hydrolienne. Sur les éoliennes, ici à Dunkerque, vous savez, un projet de parc éolien offshore au large de Dunkerque est en train de se mettre en place. Il y a forcément des études pour voir comment, là aussi, on peut avoir un aspect de synergie, puisqu'il y aura des massifs qui vont venir faire les fondations des mâts d'éoliennes. Comment les concevoir pour que ça puisse interagir au mieux avec son environnement et devenir, en travaillant leur design, en regardant l'existant, le lieu de vie d'invertébrés qui eux-mêmes vont attirer et nourrir la faune marine pour que, au-delà d'utiliser l'espace pour la fonctionnalité d'être les fondations d'une éolienne, venir enrichir le fond marin et s'intégrer au mieux dans son écosystème. Donc on reparlera beaucoup d'ailleurs du marin, on en reparlera avec RTE, on en reparlera d'ailleurs aussi avec Tariq Chakchak, qui il se trouve est biologiste marin par ailleurs. Mais pour l'instant, pour rester sur l'écosystème de l'innovation en matière d'énergie, dont vous êtes un acteur central, en fait, comment tout ça se combine? Quel rôle joue EDF et qu'est-ce que vous attendez, vous, des innovateurs, des startups, des autres opérateurs, voire des distributeurs d'énergie dans ce petit monde-là? Eh bien, on le disait tout à l'heure, gagner du temps et gagner du retour d'expérience. C'est-à-dire que nous avons, avec notre R&D, nos 2000 chercheurs, bien entendu, beaucoup d'innovations que nous allons chercher. En revanche, on utilise également les 165 000 salariés, puisque nous avons une démarche d'innovation des 165 000 salariés pour faire naître l'innovation participative au sein de l'entreprise. Et bien entendu, un concours d'open innovation. Alors, la vitrine, on va dire, habituelle de cette innovation tous les ans, ce sont les Electric Days à la Villette, qui viennent présenter les innovations mises en œuvre dans le monde de l'énergie et dans la transition énergétique pour aller vers un univers de moins en moins carboné, mais également comment utiliser, lorsque l'on a identifié une problématique, comment pouvoir identifier au sein des entreprises innovantes, des startups, des nouvelles technologies qui nous permettent de gagner du temps. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez une startup qui a une technologie qu'elle maîtrise et qu'elle souhaite développer dans un marché. De l'autre côté, nous avons un marché que nous connaissons bien depuis des années, avec des problématiques identifiées. Et donc là aussi, nous avons une vraie synergie de se faire rencontrer une technologie innovante, un besoin et un marché pour pouvoir co-développer des solutions et quelque part les industrialiser beaucoup plus rapidement au service des objectifs de transition énergétique. Donc c'est vraiment un fonctionnement en écosystème finalement. Exactement. Même là, en innovation, on est dans un écosystème qui, quelque part, il y a du biomimétisme de l'innovation aussi dans ce domaine-là.
Très bien. Avant de revenir avec vous, Franck Sylvain, on a une question que je vous propose de prendre tout de suite, puisqu'on parle beaucoup, et à juste titre, de biodiversité en ce moment. On a eu le World Forum Summit consacré à la biodiversité il y a quelques jours. Et là, on a une question finalement sur le lien ou l'impact ou le danger éventuel sur la biodiversité de l'agrivoltaïsme ou du solaire flottant, d'ailleurs, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est une autre piste qui est explorée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un impact sur la biodiversité qui est connu? Ou est-ce qu'il y a des pistes de recherche? Alors, les pistes de recherche, alors on en parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure de comment utiliser le vivant pour, la connaissance du vivant pour capter l'énergie solaire par les plantes. Il y a une entreprise aujourd'hui qui est innovante, qui travaille sur un dispositif où il a une solution avec un dispositif biologique enfermé entre deux plaques de verre, et qui constitue un nouveau moyen biologique de capter l'énergie solaire et la transformer en énergie électrique pour sortir justement du principe des terres rares que l'on évoquait tout à l'heure. C'est une nouvelle forme de panneaux solaires. Donc voilà, ça c'est une technologie qui est en train de se développer, et dont une partie d'ailleurs se développe dans la région des Hauts-de-France. Et ensuite, on parlait d'agri-photovoltaïque. C'est vraiment comment on arrive à combiner à la fois l'exploitation, l'énergie solaire a besoin de grandes surfaces pour pouvoir être captée. Si on souhaite, comme les orientations prises dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, aller vers un mix équilibré entre une production centralisée et une production décentralisée à base d'énergie renouvelable, pour faire un mix décarboné, bien entendu, comment on arrive à utiliser au mieux ces surfaces? Aujourd'hui, on voit qu'on cherche en première approche, bien entendu, à valoriser des terrains qui peuvent être des friches industrielles ou des terrains qui ne sont pas utilisés pour l'agriculture. Demain, comment faire coexister à la fois de l'agriculture, de l'élevage, avec de l'exploitation photovoltaïque. Et donc, on a aussi des dispositifs qui permettent d'avoir un élevage qui se réalise en dessous des panneaux photovoltaïques et qui permettent de laisser suffisamment de lumière pour à la fois exploiter l'agriculture ou même servir d'ombrière pour l'élevage en cas de forte chaleur. Très bien, merci. On va donc revenir à Franck Sylvain, puisque depuis les tout premiers dessins que vous avez pu faire, les tout premiers concepts, le principe et le design final a beaucoup évolué finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière, pour quelles raisons, et qu'est-ce qui vous a amené à tout ça? Et est-ce que le biomimétisme a été là aussi une source d'inspiration dans la manière dont vous avez amélioré finalement le rendement et le fonctionnement? Oui, alors c'est par les essais successifs où on a constaté des casses, les matériaux qu'il fallait changer. Donc on a fait par itération. Chaque fois que ça marchait pas, on a cherché une autre solution. Et très peu de biomimétisme là-dedans, parce que c'était trouver des matières qui fonctionnent. Et en fin de compte, là où on a regardé, c'est que ce soit des matières recyclables, c'est-à-dire qu'on puisse recycler, que ce soit neutre et que ce soit efficace. C'est-à-dire on est dans le métier de l'énergie, et encore une fois, c'est beau d'avoir un bel objet, mais s'il fait de l'électricité à 2000 € le mégawatt, ça va intéresser personne. Donc ça, c'est mon côté économique qui ressort et qui dit, bah oui, il faut, si un jour on veut vendre des machines, il faut qu'elles soient économiques. Et ce qu'on a réussi à faire là depuis un an, c'est-à-dire le cœur du réacteur de la machine, c'est la membrane. Elle est stable et elle ne se casse plus. Elle fonctionne depuis plus de 6 mois juste à côté à Gravelines dans un canal. Et par contre, c'est chaque fois qu'on règle un problème, et c'est un autre problème qui arrive au-dessus. Et bon, là, j'espère qu'on est au bout du tunnel, puisqu'on va remettre une deuxième machine à l'eau dans ce canal pour justement aller plus vite à faire les essais, et donc avoir 2 proof of concept en même temps qui marchent, et voir lequel marche le mieux. D'accord. Ensuite, il y avait une question qui était intéressante. Oui. Je vous laisse y répondre, j'allais vous la poser, mais je vous laisse la reformuler alors. Oui, c'était la question, et quelle est la vitesse de fluide qu'il faut pour que la machine fonctionne. Alors en effet, la machine fonctionne à très faible vitesse, puisqu'elle peut commencer à 0,7-0,8 mètres secondes, ce qui est très faible. Mais dans la formule de calcul de la puissance donnée, le facteur, c'est la vitesse au cube. Alors, pour faire simple, entre 1 mètre et 2 mètres secondes, vous allez faire
8 fois plus d'énergie. Et donc, le coût, on passe de 1000 à 130 euros le mégawatt. C'est-à-dire que on pourrait mettre des machines dans des courants faibles, autour du mètre seconde, mais ce sera vraiment des zones très isolées où il n'y a pas moyen d'acheminer du pétrole, enfin du fuel pour faire marcher des groupes électrogènes, et donc où le coût de l'électricité est supérieur à 1000 euros, donc c'est très rare, mais enfin il y a des zones isolées où c'est possible, mais c'est plutôt 1,5 à 2 mètres secondes. Et au début, on pensait ne pas pouvoir adresser les très gros marées, genre les courants de grosses marées, genre le raz Blanchard, où on est à 4-5 mètres secondes. Et en fin de compte, avec des machines énormes, alors ça restera à calculer, mais on sait qu'on peut les adresser parce que le mouvement d'ondulation que vous voyez, plus la machine est grande, plus elle va doucement et donc plus elle peut aller dans des zones énergétiques. Et donc on peut imaginer des machines de 3 mégawatts qui feraient 30 mètres par 30 mètres et qui seraient dans des courants autour de 4 mètres secondes. Et la période de fonctionnement resterait autour de 15 à 17 secondes, c'est-à-dire up and down, 17 secondes. Plus la machine est petite, plus elle va vite. Si un jour vous venez voir à Gravelines, on a à peu près 1,2, 1,3 mètres secondes. Comme elle est toute petite, elle fait un aller-retour en 3 secondes. Donc il vaut mieux imiter une baleine qu'une sardine, quoi, si j'ai bien compris. Voilà. C'est-à-dire, là, on parle de puissance quand même 3 mégawatts pour une seule machine. Ça commence à être et pourquoi 30 mètres? Parce que c'est la taille des plus grosses baleines qui existent. Et la puissance est proportionnelle à la taille de la machine. Est-ce que l'impact sur le milieu, lui, est proportionnel aussi, ou est-ce que finalement ça c'est neutre? Ce que je disais tout à l'heure, il y a très peu on change très peu la forme du courant, donc l'impact est assez neutre. Mais enfin, dès que vous mettez, si un jour on arrive à mettre des machines de 30 mètres de côté, bon, on va faire de l'énergie, mais l'impact ne sera pas neutre quand même. Enfin, les poissons pourront venir autour. Enfin, on peut imaginer que même dessous, il y ait des accroches, comme on a vu tout à l'heure pour les mâts éoliennes, où la vie se recrée. Je ne pense pas que ça gêne les poissons et la vie dans l'océan. Mais enfin, on ajoute quand même quelque chose. Mais la beauté par rapport aux éoliennes, c'est que c'est invisible. Très bien. On a une autre question qu'on peut prendre tout de suite éventuellement, c'est, puisqu'on a beaucoup parlé de marins là, est-ce que c'est adapté aux cours d'eau, donc aux rivières, aux fleuves? Est-ce qu'il y a des contextes d'utilisation particuliers dans lesquels c'est pertinent et d'autres dans lesquels ce serait pas pertinent d'ailleurs? Oui, alors dans les cours d'eau, les petits cours d'eau, non. Enfin, on a essayé de regarder pour faire des toutes petites machines de l'ordre de 300-400 watts, mais ça va être compliqué. Il faut quand même un minimum de 1,50 m, 2 mètres d'auteur d'eau pour mettre une machine de 3 à 5 kilowatts. Et il faut qu'il y ait au moins entre 1,3 et 1,5 mètres secondes de vitesse de fluide pour arriver à faire de l'électricité à un coût acceptable. Mais voilà, 1,50 m de profondeur minimum, c'est pas tous les cours d'eau avec 1,5 mètre seconde de vitesse de fluide. Très bien. On va repasser la parole à Tariq Chakchak avec son regard de biologiste marin et de biomiméticien qui souhaiterait commenter donc et intervenir sur ces sujets-là. Votre micro, monsieur Tchetchak. Tariq, il faut activer ton micro. Allumez votre micro, ça ira mieux. Oui, c'est mieux comme ça. Ah, c'est beaucoup On mieux. vous entend, merci. Voilà. Non, simplement, en vous écoutant et entre autres toute la dimension qui est liée en fait au projet d'EDF sur aussi bien les pylônes. Je ne sais pas si nos collègues de RTE seront présents finalement sur la table ronde, mais cet aspect de la dimension utile pour les humains et utile pour les écosystèmes, c'est vraiment quelque chose qui est très fortement présent dans l'approche du biomimétisme. En gros, ce qui provoque la 6e extinction de masse de la biodiversité que nous provoquons, qui est un enjeu qui est de plus en plus maintenant quand même ressenti par l'opinion publique après les enjeux du changement climatique,
c'est cette sixième extinction de masse qui est principalement due au conflit entre besoins humains pour les infrastructures, que ce soit pour habiter ou pour les infrastructures énergétiques ou de transport, et les écosystèmes marins, terrestres, côtiers, etc. Donc il y a clairement un enjeu là très important d'une réflexion de réponse synergique, c'est-à-dire on répond aux besoins des infrastructures nécessaires pour remplir les besoins humains fondamentaux, et en même temps on essaie de le faire en n'étant pas en train d'écraser le capital naturel ou le détruire. Et là, donc, cette réflexion sur les effets récifs ou faire re-rentrer la biodiversité dans la ville, qui puisse être également utile pour lutter contre les îlots de chaleur, pour éventuellement refroidir des surfaces, particulièrement face aux événements extrêmes, ou voire même protéger contre les grands vents, voire des ouragans, grâce aux mangroves, par exemple, où il y a des études qui montrent que dans des mangroves en bonne santé, il y avait eu des dégâts beaucoup moindres derrière sur les infrastructures humaines et donc aussi sur la santé des humains, et bien là, c'est vraiment une direction qui est extrêmement importante et prometteuse, qui permet d'essayer de réfléchir à des symbioses, des synergies entre humains et non humains. Ça, c'est un point que je voulais voilà, souligner et encourager, et c'est justement ce qu'on explore aussi avec RTE sur d'autres enjeux. Maintenant, il y a aussi toute une dimension qui est celle que je mentionnais du partage d'informations comme processus d'optimisation. On peut réfléchir soit à comment produire différemment, mais aussi comment réduire nos besoins sans forcément réduire notre qualité de vie. Et là, je disais tout à l'heure que l'optimisation de l'information, les boucles de rétroaction, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la dynamique du vivant et qui explique sa performance. On a des explorations en cours avec, par exemple, vos collègues de Engie sur des enjeux aussi bien de partage d'informations sur les infrastructures énergétiques que de cybersécurité bio-inspirée. C'est-à-dire comment finalement on va éventuellement se prémunir aussi de choses non désirables, comment une plante va lutter contre certains parasites, quelles sont les stratégies. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour des raisons de confidentialité, mais c'est simplement pour partager avec le fait que dans les questions d'énergie, le panel peut être assez large. Et finalement, vous dire aussi que ce n'est pas de l'exploration qui est forcément à tâtons. Il y a des méthodes qui ont été développées, y compris dans des travaux de thèse, qu'on enseigne en collaboration avec le CBIOS et le Musée d'histoire naturelle au cours de formation de plusieurs jours. Il y a un master aussi qui a été créé en collaboration avec nous à l'ENSI Les Ateliers sur les enjeux de design bio-inspiré et plus récemment un master sur les matériaux bio-inspirés avec une forte connexion d'ailleurs à l'Université de Pau sur des enjeux liés à la photosynthèse artificielle. Voilà, je voulais partager ça avec le panel et l'audience. Et justement, tu en dis presque trop ou pas assez là, puisque donc tu parles de méthode. Quels sont les écueils finalement pour un ingénieur, un chimiste, un architecte qui voudrait mettre en œuvre le biomimétisme? Est-ce qu'il y a des écueils particuliers? Est-ce qu'il y a des fausses pistes? Et est-ce qu'au contraire, il y a des bons réflexes à acquérir? Et comment on fait? C'est quoi ces bons réflexes? En 2 mots peut-être. Alors, il y a des choses qui sont assez générales à la démarche d'innovation et d'accompagnement méthodologique de l'innovation et des choses qui sont spécifiques à la bio-inspiration. Déjà, il y a 2 grandes façons de faire la bio-inspiration. Soit j'ai déjà identifié un système vivant, je dis système parce que le système vivant, ça peut être un morceau d'organisme, un organisme tout entier, par exemple la feuille de lotus et pas tout le lotus, ou bien un écosystème, carrément. Dans l'agroécologie, c'est souvent des écosystèmes qui nous servent d'inspiration. Donc, on a déjà identifié la feuille de lotus. On voit qu'elle a des propriétés remarquables auto-nettoyantes, des propriétés de surface, mais on ne sait pas encore dans quoi on pourrait bien appliquer ce qu'on comprend comme recette de design en observant la façon dont ça fonctionne sur la feuille de lotus. Ça, c'est une direction. Maintenant, il y a une autre direction qui est plutôt j'ai un problème à résoudre, un challenge technologique ou organisationnel, et je ne sais pas quel modèle vivant pourrait être source d'inspiration. Et là, la méthode est d'autant plus importante pour essayer d'identifier quel modèle vivant pourrait être des bons facteurs d'inspiration. Et là, il y a plusieurs étapes qui ont été définies lors des travaux de thèse de Pierre-Emmanuel Fayemi il y a quelques années maintenant aux Arts et Métiers, auxquels nous avons rajouté les principes de l'éco-conception. C'est bien sûr bien analyser ma problématique, bien la décomposer en grandes fonctions. Est-ce que c'est une fonction de protection? Est-ce que c'est une fonction plutôt de partage d'informations? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Quelles sont les fonctions clés au cœur de ma problématique? Souvent, on est dans un langage métier à ce moment-là, et il convient de transposer ça en équivalent biologique. Parfois, c'est assez évident, parfois, ça demande un effort. Par exemple, faciliter la concertation avec mes parties prenantes. Si vous interrogez les bases de données de biologie, vous n'allez pas trouver grand-chose.
maintenir la communauté, maintenir la cohésion dans une communauté. Là, par contre, vous allez peut-être trouver des choses intéressantes. Et ensuite, la phase cruciale, une fois que vous avez identifié des modèles potentiels biologiques, c'est les sélectionner, les plus prometteurs, et en extraire des recettes de design. Et donc, cette montée en abstraction, à partir du modèle biologique, en quelque chose qui va passer du poisson avec une queue à une membrane ondulante. Vous voyez, ne serait-ce que dans la sémantique. Si vous dites à un ingénieur, comme des queues de poisson, bon, ça va peut-être lui parler, ou si tu mets voilà, des structures qui ressemblent à des os ou à des vertèbres, etc., ça peut parler ou pas. Donc, il y a un moment où il y a une montée en abstraction qui permet d'ouvrir le champ de la créativité. Voilà, je résume. Hein. Après, il y a prototypage, essai avec l'échelle TRL, hein, de différents niveaux en fait de préparation en fait de la preuve de concept. Et c'est ça les méthodes en fait. Le cœur de la méthode, c'est là suivre ces étapes sans aller trop vite, mais également être capable de monter en abstraction et de redescendre en abstraction quand on est en train de faire le prototype. Je ne sais pas si ça explique bien. Essayez de faire ça de manière très résumée, mais en tout cas, c'est ça qu'on enseigne, c'est ça qu'on transmet sur la base de vrais challenges en fait, hein, ou de challenges prétextes Merci pour Tariq. pouvoir transmettre la méthodologie. On va passer à RTE justement qui a mis en œuvre cette méthodologie que vous avez formée et accompagnée. Donc on a déjà un retour d'expérience et donc j'ai envie de poser la question donc à Gabriel Barreux qui est en ligne avec nous sur d'abord comment se sont passées ces premières explorations du biomimétisme et quelles ont été les pistes qui ont été explorées et travaillées aujourd'hui avec quels résultats de manière intermédiaire. Donc aussi bien sur la découverte de la méthode elle-même que sur ce que ça vous a appris sur la manière d'innover dans une entreprise comme RTE. Il va falloir activer votre micro. Mais mon micro est activé. Oui, ça y est, on vous entend. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je m'excuse pour le retard, il y a eu quelques problèmes de connexion. Votre intervention, enfin votre question, elle rebondit assez facilement finalement avec l'intervention de Tariq parce que quand j'interroge en interne sur les éléments fondateurs de l'intérêt au biomimétisme pour RTE, clairement la rencontre avec Tariq qui remonte à 2014 apparaît comme quelque chose qui effectivement a été fertile pour la suite de RTE. Ensuite, effectivement, on a commencé à s'intéresser à l'écosystème, on a adhéré au CBIOS en 2014, et puis on a commencé par un premier cas d'usage suite à un challenge ouvert. Et ce premier cas d'usage, c'est l'utilisation de la coquille Saint-Jacques comme biocapteur, qui est capable de capter finalement le stress sur son environnement lié à des travaux dans l'environnement marin. Donc ça a été notre premier cas d'usage. Longtemps, c'est resté le seul cas d'usage. Et puis, en tirant parti, en apprenant, en prenant confiance finalement dans cette démarche de biomimétisme, il y a une sorte d'accélération dans les 2 dernières années. On a identifié d'autres possibilités qui sont liées aussi au fait que RTE s'intéresse de plus en plus à l'environnement marin lié au développement de l'éolien offshore. Et on en arrive effectivement à regarder les possibilités de solutions bio-inspirées à la fois pour le revêtement de surface des câbles qui sont liés à l'éolien offshore et traitement de surface qui permettent d'éviter des traitements anti-fouling chimiques, traitement donc sur solutions bio-inspirées à partir de la peau de requin. Et puis aussi des solutions qui sont non pas dans la limitation de l'impact, mais presque la génération d'un impact positif, des solutions régénératives, avec la création d'effets récifs sur les câbles qui vont finalement relier les stations de collecte de l'éolien offshore au large et qui vont amener cette énergie jusqu'au continent. Et donc là, dans la protection qu'on peut amener sur les câbles, on peut amener des protections qui vont créer un effet récif et donc avoir un aspect positif. Dernière solution qu'on regarde aussi, c'est l'utilisation d'une solution qui permet d'injecter un gel dans les sols de type calcaire et qui peut être un substitut finalement à l'utilisation du béton pour les fondations de nos pylônes de transport d'électricité qui sont sur un sol calcaire.
Donc voilà, on a découvert cet écosystème, on s'est longtemps concentré sur ce premier cas d'usage, et puis là, on a une phase d'accélération. Peut-être dernier cas d'usage que je peux souligner et qu'on voyait rapidement dans les animations que vous montrez, c'est des usages alternatifs, des empreintes, des emprises finalement de nos lignes. Généralement, on a besoin d'avoir un traitement de la végétation pour éviter qu'il y ait un amorçage, qui est finalement un court-circuit entre nos lignes et puis le sol. Donc, on coupe la végétation, souvent avec gyrobroyage. Et là, on met en œuvre une gestion alternative de la végétation, soit avec des prairies de pâturage, comme vous pouvez le voir là, soit avec des vergers, et donc des arbres qui montent relativement peu haut, et donc qui n'ont pas de risque d'amorçage avec nos lignes. Donc voilà aujourd'hui le témoignage de RTE très, très rapide sur les cas d'usage qu'on a. On a des cas qui sont déjà déployés, les coquilles Saint-Jacques, les emprises alternatives, et on essaie d'accélérer sur ces cas d'usage. Et puis des nouveaux cas d'usage qui sont sur des terrains plus bas, mais qu'on juge prometteurs à l'avenir, et notamment pour l'environnement marin. Donc si on comprend bien, vous avez été assez nombreux chez RTE, je crois, à vous former à cette méthode biomimétique que nous expliquait Tariq. Et l'appropriation que vous en avez fait va bien au-delà finalement du design de forme, de structure ou de process, mais plus largement peut-être à la manière dont vos activités peuvent s'intégrer avec d'autres activités humaines, voire avec les écosystèmes naturels. C'est un peu ça la manière dont vous vous êtes emparé du sujet. Je pense qu'il faut rester modeste. On est encore dans une phase d'accélération et aujourd'hui, c'est encore modeste. Mais effectivement, pour la première étape pour une entreprise comme la nôtre, c'est de gagner confiance sur ces solutions bio-inspirées. Au tout départ, quand ce concept arrive, il y a une forme de scepticisme de l'ingénieur formé à la science des matériaux, au Matapli, voilà, à ce type de discipline. Et donc, il y a une forme de scepticisme ou de distance. Et donc, on a besoin de gagner en confiance sur des premiers cas d'usage qui sont positifs. Et puis après, on est dans une phase d'accélération. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on vise, c'est pour la population de nos ingénieurs de développer en 2021 un cursus commun, finalement une sorte de culture où on retrouve bien évidemment des choses autour des sciences de l'ingénieur, des maths, des matériaux, du fonctionnement électrotechnique du réseau pour quelqu'un comme RTE, mais aussi d'avoir un volet de solutions bien inspirées, de manière à ce que dans le vocabulaire, dans les réflexes et dans la culture de l'ingénieur R&D, notamment côté RTE, ça soit quelque chose qui soit traité dès l'amont et dès le départ, finalement. D'accord. Et on l'a vu tout à l'heure avec cet exemple de l'effet récif sur les mâts d'éoliennes, et donc ce que vous avez montré aussi avec votre projet ligne de vie, en fait, sur les lignes sous-marines, finalement de travailler avec les systèmes vivants, avec la nature, pour viser un effet régénératif, pour limiter les conflits d'usage. Donc c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui, l'énergie. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser une question à Mathias Poft aussi sur ce sujet-là, puisque on parle beaucoup, et on est à Dunkerque, on est vraiment au cœur du sujet, des énergies marines et de leur contribution à la transition énergétique. Mais qui dit énergie marine dit à un moment donné des conflits d'usage potentiels avec d'autres usages, avec les pêcheurs, avec le tourisme, avec les activités logistiques, avec l'ensemble des aménagements dont on a besoin sur le littoral, et la conservation du potentiel écologique et de la biodiversité de ce littoral, ou des petits fonds côtiers d'ailleurs. Donc comment on peut arriver à dépasser tout ça? Quels sont les principaux défis à relever? Et finalement, est-ce que, à travers le biomimétisme, il n'y a pas des nouvelles manières d'apprendre à s'écouter les uns les autres pour résoudre ces enjeux-là? Le maître mot, on le disait tout à l'heure, c'est l'intégration dans un écosystème. Et quand on a un projet comme le parc éolien offshore de Dunkerque, c'est une intégration d'un projet dans un écosystème qui va au-delà du vivant, mais aussi des usages, des usagers de la mer, des usagers du tourisme, et voir comment toutes ces actions interagissent. Et il y avait une question d'ailleurs tout à l'heure sur un exemple de biomimétisme sur l'aménagement urbain. Donc là, ça se rejoint un peu, c'est comment on intègre les besoins de chacun pour que l'intégration soit la plus harmonieuse
l'harmonieuse possible. Alors dans le cas du parc éolien offshore, il y a bien entendu une enquête publique, il y a les études d'impact, on l'a vu tout à l'heure sur les fonds marins avec les effets récifs, on a aussi des études avec la faune et la flore, comment ça s'intègre dans le paysage, ici sur Dunkerque. Mais je voulais citer un exemple, puisque il y a peu, l'année dernière, la métropole de Lille était capitale mondiale du design, et on a souhaité avec le Design Lab, alors vous disiez qu'on connaissait assez peu les interactions d'EDF avec le biomimétisme, mais nous avons aussi un Design Lab qui travaille sur le design et comment on peut utiliser ces méthodes qu'évoquait Tariq tout à l'heure pour aller vers les usages. Et un des POC était de travailler sur ce que l'on a appelé les métamorphoses silencieuses, c'est-à-dire comment observer l'évolution de l'usage urbain dans quelques villes décentrées par rapport à la ville-cœur d'une métropole et voir comment les usages se sont transformés. On voit à Saint-Gand-Web qu'on est passé d'une activité forte qui était liée à une scierie et une briqueterie à maintenant des friches sur ces anciennes cités, enfin ces anciens sites industriels, et plutôt un usage qui est essentiellement d'habitation, moins d'activité et de moins en moins de commerce, puisqu'il y a un effet centralisateur par la ville-cœur de la métropole. Et tout l'enjeu était d'aller discuter et dialoguer avec l'ensemble des personnes qui habitaient et qui ont habité, pour voir comment ces effets de cet écosystème, quelque part, se sont faits dans le temps et sont venus déformer l'usage de l'espace, et voir comment, justement, on peut, l'effet qu'on appelle souvent métropolisation, agir sur les différentes composantes qui ont généré cet effet pour faire un peu un effet inverse, c'est-à-dire retourner vers de l'activité qui soit moins centralisée et un meilleur usage de l'espace avec un équilibre peut-être entre activité, logement, commerce. Et ça prend tout son sens en ce moment dans la pandémie qui est la nôtre, quand on parle de redynamiser les cœurs de ville. Voilà une traduction concrète de comment le design et quelque part l'analyse des écosystèmes peut servir à travailler au mieux à une intégration et surtout à voir comment se déforment ces usages. Et pour revenir aux usages de l'énergie et élargir un peu, on a lancé sur le territoire français dans 8 régions, dont la région des Hauts-de-France, et ici particulièrement dans le Dunkerquois, une opération que nous avons appelée Parlons énergie chez vous. C'est-à-dire que c'est des salariés volontaires du groupe EDF qui sont en interaction avec des citoyens, avec le boulanger, avec un artisan, avec une entreprise, pour dialoguer avec eux sur quel impact de la transition énergétique sur leur activité. La transition écologique, comment ça se traduit au quotidien dans leur activité, et voir comment on peut avoir une meilleure connaissance de ces interactions, quelque part, par usage de ces différentes personnes, de ces différentes entités, avec le lien avec la transition énergétique, pour avoir au mieux une conception qui soit la plus aboutie possible, à la fois dans les moyens de production, dans les moyens d'usage et la transformation des usages. Alors un des plus connus est bien sûr la mobilité que l'on connaît tous, avec une mobilité de moins en moins carbonée, des moyens de mobilité alternatifs en cœur de ville et l'arrivée de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène. Comment on l'utilise, comment on l'appréhende, quels sont quelque part les freins, les moteurs, et comment on peut avoir des offres qui soient proposées à ces différentes formes d'usage, que le groupe EDF, dans le cadre de sa raison d'être qui est de construire un avenir énergétique bas carbone, et ce qui est important, c'est en conciliant à la fois la préservation de la planète, le développement et le bien-être. C'est-à-dire comment ces trois dimensions-là interagissent dans le cadre du développement de la transition énergétique et transition écologique, et comment on peut adapter au mieux pour que ce maître mot d'intégration dans les écosystèmes se fasse de la meilleure des façons. Donc c'est un changement de posture, c'est-à-dire qu'on va d'abord écouter, observer ce qui se passe, finalement en tirer des enseignements. Donc c'est une sorte d'écologie appliquée aux activités humaines au sens large, au tissu urbain, à l'économie. C'est 8000 interviews qui vont être menées sur tout le territoire français, avec des échanges avec des grands témoins, et ensuite il y aura des ateliers qui vont associer 400 citoyens dans 14 ateliers qui permettront justement de caractériser cette nouvelle façon d'appréhender l'énergie, ses usages et comment ceci évolue dans le cadre de la transition énergétique. Très bien. On peut prendre une question tout de suite là, qui est affichée à l'écran. C'est est-ce qu'on a aujourd'hui des domaines,
J'invite notamment aussi Tariq et Gabriel Barreux à répondre à la question. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête des secteurs ou des domaines d'activité dans lesquels le biomimétisme serait sous-exploité alors qu'il aurait un fort potentiel? Évidemment en restant dans le domaine de l'énergie, mais que ce soit sur la production, le transport, l'efficacité ou l'efficience énergétique. Est-ce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous auriez envie de proposer des pistes à explorer? Alors, il y a des sujets qui sont plus ou moins directs, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Les matériaux, on a parlé des structures à nid d'abeille qui sont très connues parce que c'est par le passé. Il y a un exemple, un des premiers exemples de biomimétisme que l'on n'a pas cité, mais c'était le fameux velcro, hein, par observation du chardon. Là aussi, on parle beaucoup ici dans la région. Il y a le CD2E qui travaille sur les matériaux biosourcés pour faire de l'isolation. À partir de matériaux biosourcés. Quels sont les nouveaux matériaux pour faire de l'isolation thermique dans le cadre des différents plans de rénovation énergétique des bâtiments? Voilà, ça c'est un exemple très concret de comment on va chercher l'utilisation, la caractérisation de matériaux et de structures de matériaux biosourcés pour en utiliser, comme le disait tout à l'heure Tariq, on a une propriété qu'on a observée, comment on peut la transférer et l'utiliser dans les nouveaux usages d'isolation, de matériaux et voire de production d'énergie avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une solution biologique en sachet dans 2 plaques de verre qui peuvent donner une nouvelle forme de panneaux photovoltaïques demain qui sont d'origine biosourcée. Alors ça, c'est un point, et ça fait le lien avec une autre question qui était posée d'ailleurs, c'était le lien entre le biomimétisme et le tissu urbain, l'urbanisme, l'architecture. Effectivement, il y a cette énergie qu'on ne voit pas, qui est l'énergie grise, qui est embarquée dans nos matériaux, dans nos structures. Et là, Tariq peut-être peut nous éclairer sur ce sujet-là. Il y a énormément de pistes de recherche sur la réduction de l'empreinte énergétique des matériaux qu'on utilise au quotidien. Tariq? Merci, merci Manuel. En fait, je vais essayer de résumer ce qui est, de mon point de vue, 3 directions extrêmement prometteuses qui méritent d'être fortifiées. Il y a la question, bien sûr, des sources de production, que ça soit l'énergie solaire ou autre, qui est une question importante. Donc, je pense que le cahier des charges de pression ambiante, température ambiante, ressources locales, et pas des ressources qui viennent de l'autre bout de la Terre, eh bien, ça touche en partie à ta question, ou à la question qui est posée sur l'empreinte énergétique, en fait, hein, de nos process. Ça, c'est une direction qui mérite d'être encore plus approfondie, avec essayer finalement de faire de l'innovation sous contrainte, mais des contraintes stimulantes. Comment je fais avec du local, comment je fais à température modérée, à pression modérée, et où si je génère des déchets, elles deviennent des ressources pour d'autres. Ça, c'est vraiment une direction qui me semble extrêmement prometteuse. Et vous ne serez pas surpris si je réinsiste sur non pas sur la production, mais sur l'optimisation. En fait, on se rend compte dans le vivant, et d'ailleurs, je vous conseille un essai qui est assez remarquable sur ce sujet qui est un peu complexe, de la thermodynamique du vivant. Ça s'appelle Thermodynamique de l'évolution de M. Rodier. En fait, il va falloir résoudre un paradoxe complètement de l'époque, hein, je pense, qui est que pour créer de la valeur, pour créer de la structuration, grâce à l'énergie, eh bien, on le paye toujours par une déstructuration environnementale. Tous les êtres vivants le font, d'ailleurs. Hein. Simplement, les êtres vivants, comme le disent certains physiciens, surfent sur la vague du chaos. Ce que je veux dire par là, c'est que plus je crée grâce à l'énergie, et quantité d'énergie importante, de la valeur, de la structuration, plus je crée aussi des déchets et des déstructurations. Et donc, il y a un juste milieu à trouver. Ce n'est pas la quantité d'énergie qui va être en augmentation qui va permettre de résoudre ça, au contraire. Donc, il y a la question de la source d'énergie, mais aussi comment j'optimise, un peu comme le fait le vivant grâce à un design intelligent d'information, j'optimise avec une quantité limitée d'énergie mes créations de valeur. Parce que si jamais je vais chercher l'énergie propre infinie, eh ben, je ne résoudrai pas ce paradoxe-là. Je vais créer beaucoup de valeur en créant de la déstructuration environnementale et sociale. Et ça, il y a des études très sérieuses hein, qui montrent ça, et c'est un angle mort en fait, de l'analyse stratégique de l'aspect futur énergétique, transition énergétique, je trouve, même si c'est en train de changer un peu. Et puis finalement, il y a toute la dimension, le dimensionnement des réseaux. Je vais reprendre un exemple de certains buissons ou certains arbres qui vont chercher de la ressource dans les sols grâce à leurs racines. Eh bien, le réseau n'est pas dimensionné de la même façon quand il s'agit de ressources très centralisées ou au contraire très distribuées. On est en train de quitter la période de ressources très centralisées, centrales nucléaires ou centrales énergétiques, avec des réseaux qui ont été dimensionnés pour 80 ans pour ça.
pour entrer dans une ère de consommateurs-acteurs qui seront aussi bien consommateurs que producteurs, avec les énergies renouvelables, avec des fluctuations. Et donc là, il y a des modèles extraordinaires d'optimisation de réseau qui peuvent peut-être nous guider pour l'avenir. C'est un sujet sur lequel RTE a travaillé. Je ne sais pas si Gabriel Barreux veut rebondir très rapidement sur ce sujet-là. Et je Très vous demanderai rapidement, après je à pense tous que un petit mot de la fin sur une dernière question. Gabriel, sur l'aspect réseau, est-ce que le vivant est une source d'inspiration pour vous, et notamment sur la plasticité, la capacité d'adaptation dynamique de ces réseaux? Je pense, pour compléter l'intervention de Tariq, je pense qu'il faut passer de solutions bio-inspirées en termes de composants d'un système à regarder les solutions bio-inspirées pour le système lui-même. C'est à partir du moment où on regarde les impacts d'un système en entier, les analyses en cycle de vie, tout à fait globales sur l'ensemble du système, à la fois le réseau, la production, la consommation, l'impact de la création des éléments du réseau, et qu'on regarde sur cette vision globale, qu'on peut imaginer avoir effectivement des impacts importants et plus significatifs que si on regarde chaque composant individuellement. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait actuellement, qu'on commence en tout cas à faire encore de plus en plus côté RTE, à regarder. On a tout un exercice là de projection sur un bilan prévisionnel à l'horizon 2050 pour un réseau de la neutralité carbone à cet horizon-là. Et donc, on développe ces analyses en cycle de vie de l'ensemble du système. Pour moi, c'est la prochaine étape de passer du composant à une vision systémique. Et j'avais été très marqué, effectivement, on a un peu discuté avec Tariq, sur des équilibres très différents entre les solutions qui sont des solutions d'ingénieurs, où il y a un équilibre énergie, matière, information, qui est très différent de celui du vivant, où dans le vivant, globalement, il y a moins d'utilisation de matière et d'énergie au profit de l'information. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi une piste de recherche importante pour nous. Oui, puis on pourrait rebondir sur un autre exemple, moi que j'aime bien, c'est le récif corallien. Finalement, à l'échelle d'un polype corallien, un récif corallien, c'est vraiment une mégapole. Mais c'est une mégapole qui, à mesure qu'elle croît, va créer des impacts positifs, va accueillir de plus en plus de biodiversité, et en plus, à mesure qu'elle croît, elle va fixer de plus en plus de carbone, alors que nos mégapoles à nous ont plutôt tendance à appauvrir la biodiversité et à émettre du carbone. Donc on voit bien qu'on est sur une inversion complète du rapport à l'environnement, et il n'est pas interdit que demain, finalement, nos villes fassent comme des récifs coralliens, n'est-ce pas, Tariq? C'est même une formidable invitation qui donne envie de se lever le matin de manière beaucoup plus enthousiasmante que de se dire au mieux on va réduire nos impacts négatifs. Et c'est vraiment toute la proposition qui est en train d'émerger un petit peu partout à travers le monde. Et je sais, Emmanuel, tu es peut-être pas le mieux placé pour faire ton autopromotion, mais tu joues aussi un rôle très important avec ton approche de la permaéconomie, de passer du développement durable au régénératif le plus vite possible. C'est vraiment l'appel de l'époque. Je pense que la 6e extinction de masse de la biodiversité nous le dit, le bouleversement climatique également, mais également les aspects sociaux, de tension sociale, de déstructuration du tissu social par l'augmentation des inégalités. Ça ne veut pas dire que depuis le Moyen-Âge, globalement, l'humanité n'a pas fait de progrès formidable. Mais la perception des inégalités crée aussi la déstructuration des systèmes. Donc tout ça, ça nous demande d'avoir des réponses synergiques. Et ces réponses synergiques, tu as pris le magnifique exemple du récif de corail. Je rajouterai qu'au départ, encore une fois, le récif, il est dans un milieu pauvre quand il démarre, puisque l'eau est transparente, et en termes scientifiques, on dit oligotrophe. Et malgré tout, quelle création de richesse. Donc là, il y a une formidable promesse. On est loin du retour à la caverne avec la torche, comme certains voudraient le caricaturer. Simplement, il nous faut effectivement optimiser et apprendre du vivant pour optimiser et créer de la valeur. Merci. On va peut-être passer donc aux questions. Oui, on va bientôt devoir malheureusement conclure. On a eu beaucoup de questions, dont beaucoup ont été traitées soit avant qu'elles aient été posées, soit au moment où elles sont apparues. Donc c'est tant mieux. J'ai quand même noté celle-ci. Y a-t-il un avenir professionnel pour les jeunes dans le biomimétisme? Autrement dit, est-ce que le biomimétisme est ou sera générateur d'emplois? Et puis ça pose, à mon avis, aussi en filigrane la question de la formation, auquel Tariq Shekshak a donné quelques éléments de réponse tout à l'heure, mais qui mérite peut-être d'être précisé pour les jeunes qui ont envie de se lancer, pourquoi pas, dans cette filière. Qui peut répondre alors? Le biomimétisme générateur d'emploi.
C'est sûr qu'il y a plein de choses encore à découvrir, que ce soit s'inspirer du biomimétisme. Enfin, c'est Léonard de Vinci disait, observe la nature, elle est ton futur. Et on trouve beaucoup de solutions dans la nature. Et une entreprise qui est face à un problème peut en effet regarder ce qui se passe dans la nature, hein, à quelque chose d'équivalent. J'ai été très surpris, moi, de voir une société comme Decathlon qui travaille à fond sur le biomimétisme et trouve plein de solutions à fabriquer des objets inspirés du biomimétisme. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, tous les exemples que l'on a, que ce soit le bec d'oiseau pour le train, il y en a des... Enfin, je pense qu'on est qu'au début de l'histoire. Et en effet, enfin, ça va être générateur d'emplois. Le problème, c'est qu'on peut apprendre le biomimétisme avec tous les exemples, mais maintenant, il va falloir découvrir d'autres choses aussi. Et donc, je pense la plus grande qualité qu'on puisse avoir, c'est d'être curieux, c'est de regarder ce qui se passe dans la nature pour essayer de l'appliquer dans l'entreprise. Donc ça va, on peut encourager un jeune à se lancer là-dedans et à s'intéresser aux filières de formation. Absolument, ben, il y a des formations et oui, il y a des débouchés. Merci beaucoup. Merci Manuel. Juste peut-être un mot de conclusion chacun peut-être. Un mot de conclusion, voilà, en quelques secondes, hein, chacun. Quelles sont les perspectives que vous verriez dans vos rêves les plus fous pour le biomimétisme? Comment on peut aller plus loin? Pour moi, depuis le temps que j'y travaille, c'est d'avoir une machine fiable et de faire de l'électricité avec les courants marins dans les rivières, dans les pays émergents, amener l'électricité un peu partout dans le monde où il n'y en a pas. Et en Europe, c'est-à-dire on a les plus forts courants marins entre la France et l'Angleterre et faire des fermes hydroliennes pour faire de l'énergie. On l'a pas dit, mais c'est la seule énergie renouvelable qui est prédictible. Je pense qu'il y a, oui, pour conclure, je pense que repartir de l'usage, on parlait tout à l'heure de l'opération Parlons Énergie chez vous, où on va écouter, c'est repartir aussi de voir comment vont évoluer les usages. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais typiquement, il y a une question qui se pose en ce moment, c'est la consommation énergétique du stockage des données, les fameux data centers avec une croissance exponentielle de consommation d'énergie. On a typiquement des recherches en ce moment pour stocker l'information sous forme d'ADN, c'est-à-dire en utilisant le codage sur les quatre composés au même titre qu'on séquence l'ADN, on pourrait utiliser ce dispositif pour stocker de la donnée, surtout qu'on consomme de l'énergie quand on la code et la décode, mais pas quand on la stocke. Contrairement aujourd'hui au stockage que l'on connaît avec un langage binaire. Donc on voit qu'on obtient le même résultat, voire des résultats plus performants en ayant une consommation énergétique moindre. Donc c'est vraiment repartir et aborder la question des usages, son empreinte, on va dire, environnementale, mais surtout sur la durée, parce que ce que nous enseigne le mimétisme, et on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on a un retour d'expérience sur la durée, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas durable, de toute façon, sur la durée, va mourir, entre guillemets, pour filer la métaphore avec le biomimétisme comme certaines plantes. Donc c'est la vraie question, c'est comment trouver les solutions qui vont nous permettre durablement d'utiliser au mieux notre énergie pour avoir des usages le plus évolués possible. Gabriel Barreux, du côté de RTE, comment vous projetez, quels horizons vous voyez au biomimétisme? En un mot de conclusion. On a des enjeux majeurs de transition énergétique devant nous, qui doit nous amener à la neutralité carbone à 2050, ce qui nous amène globalement à changer énormément le système tel qu'il existe aujourd'hui. Donc à ce moment-là, c'est aussi une opportunité énorme pour pouvoir essayer de concevoir non seulement un réseau qui soit neutre en carbone, mais un système énergétique demain qui soit bio-inspiré et qui, dans mes rêves les plus fous, puisse amener effectivement des solutions régénératives, non seulement pour la France, mais pour l'Europe. Donc, dans mes rêves les plus fous, il y a ça, donc un système électrique non seulement neutre en carbone à 2050, mais bio-inspiré avec des impacts positifs. Il y a énormément de travail devant nous. On a identifié des premiers axes de travail intéressants, notamment des corridors de biodiversité sous nos ouvrages. Voilà, donc
j'aime croire à cette perspective. Merci beaucoup. Donc on a bien compris que l'enjeu, il était d'aller au-delà de la réduction des impacts, mais vraiment vers la régénération des écosystèmes et de la biosphère au sens large. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, merci Emmanuel. On se retrouve demain pour une nouvelle série de tables rondes. Je vous donne rendez-vous à 10h pour une table ronde organisée avec l'ADEME et surtout à destination des élus parce qu'on va les inciter à s'engager. On va vous présenter les programmes Citergie et économie circulaire. Donc soyez au rendez-vous, bien sûr, à partir de 9h30 pour le démarrage de cette journée. Demandez à vos amis, vos collègues de bureau, pourquoi pas, de s'inscrire pour participer aussi à ces plénières. Et puis, je vous rappelle que les assises se poursuivent avec le salon virtuel sur le site internet des Assises européennes de la transition énergétique. À demain et bonsoir.